Univers. Il existe de nombreux éléments formés au cours de son histoire. Au sein de l'homme, hasard minuscule, se cachent des trésors, les briques essentielles qui ont permis l'émergence de la vie. À l'échelle du micromètre, on trouve les cellules qui contiennent elles-mêmes les macromolécules comme l'ADN. Ces longues molécules sont des assemblages de milliers d'atomes. L'atome, quant à lui, est si petit. Il est à la limite de l'imaginable. Pourtant, nous savons depuis 100 ans qu'au sein de cet atome se cache un objet encore 100 000 fois plus petit. C'est le noyau. Les noyaux sont composés de protons et de neutrons. Le plus simple d'entre eux ne contient qu'un seul proton. On l'appelle l'hydrogène. La répulsion entre particules de même charge, dite répulsion coulombienne, interdit la cohésion entre deux protons. Le seul noyau a deux constituants est le deutérium, l'autre isotope stable de l'hydrogène. Bien qu'il soit très rare, il contient un proton et un neutron liés par l'interaction forte. Cette force attractive permet de former de nombreux édifices stables, comme deux protons avec un ou deux neutrons. Ce sont les isotopes stables de l'hélium. On classe ces noyaux en fonction de leur nombre de protons et de neutrons. Il existe deux noyaux stables de carbone, contenant chacun 6 protons, mais un nombre de neutrons différent. Il y en a 6 pour le carbone 12 et 7 pour le carbone 13. On observe aussi 4 noyaux de fer ayant un nombre de constituants différents. Ce sont les isotopes stables du fer. Il existe ainsi un peu moins de 300 noyaux stables dans la nature. Ils sont tous représentés sur cette carte, les plus lourds se situant au voisinage du plomb. S'ils ne ressentaient que l'interaction forte, les noyaux auraient le même nombre de protons et de neutrons. Mais la répulsion coulombienne pousse ces édifices à inclure plus de neutrons, déplaçant les noyaux stables du côté des noyaux riches en neutrons. Alors il existe d'autres noyaux, mais ils sont instables. On dit qu'ils sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent spontanément en une autre espèce. On estime qu'ils sont près d'une dizaine de milliers. Ceux qui sont représentés ici, sur cette carte, sont ceux que l'homme a pu synthétiser dans des accélérateurs. Les noyaux radioactifs peuvent se désintégrer de différentes façons. Pour certains, c'est la radioactivité bêta, associée à la transformation d'un seul nucléon. Pour d'autres, c'est la radioactivité alpha, dans laquelle une particule d'hélium 4 est émise. D'autres encore fissionnent spontanément. Le noyau se casse en 2 morceaux. La tendance d'un noyau à se désintégrer dépend de la cohésion des protons et des neutrons en son sein. L'importance de leur lien, qui est ici représenté verticalement, illustre la stabilité du noyau. Bienvenue dans la vallée de la stabilité creusée par une étrange rivière où tend à couler toute la matière de l'univers. Les désintégrations des noyaux instables apparaissent alors comme le plus court chemin pour rejoindre la stabilité. Sur le flanc à droite s'agrippent les noyaux trop riches en neutrons. En convertissant un neutron en proton, la radioactivité bêta est un processus très efficace pour redescendre de ces pentes escarpées. À chaque étape, l'espérance de vie du nouveau noyau formé augmente et le trop-plein d'énergie est évacué par un électron et un neutrino. La réorganisation du noyau peut aussi s'accompagner de lumière, l'émission de rayons gamma. En se déplaçant vers les noyaux très lourds, 2 autres processus permettent au noyau d'évoluer vers la stabilité. Le premier est la fission. Un noyau très lourd tel que le californium 252 peut se scinder spontanément en 2 fragments. Ces nouveaux noyaux produits sont beaucoup moins lourds, mais ils sont très riches en neutrons.
Ils se placent donc sur le flanc droit de la vallée et ils vont évoluer vers la stabilité par une cascade de désintégration bêta. Le noyau de californium peut se séparer en deux en produisant une grande variété de noyaux fils, mais en général, sont privilégiés la création d'un petit noyau et d'un gros. C'est le même phénomène qu'on observe lors de la fission des noyaux d'uranium dans les réacteurs nucléaires. Pour les noyaux lourds, l'autre moyen d'évoluer vers les noyaux stables est d'émettre 2 protons et 2 neutrons d'un coup, sous la forme d'un noyau d'hélium. C'est la radioactivité alpha. En partant d'un noyau d'uranium-238, il faut enchaîner plusieurs désintégrations pour atteindre un isotope stable du plomb. Et lorsque le parcours dévie trop de la ligne de stabilité, des désintégrations bêta s'intercalent entre 2 émissions de particules alpha. Au total, 13 noyaux intermédiaires sont formés avant d'atteindre la stabilité, le noyau de plomb 206. Ainsi, plus de 3000 noyaux ont été observés aujourd'hui. Certains sont très instables, mais l'extension prédite des frontières de tous les noyaux possibles, les limites de l'existence, qu'on appelle drip lines, montrent l'étendue de ce qu'il nous reste à découvrir. Dans la constellation d'Orion, bien visible en hiver, se trouve une étoile très brillante. Elle est située à 500 années-lumière de nous. C'est Bételgeuse, une étoile géante. Dans son enfance, Bételgeuse a consommé son hydrogène en formant par fusion des noyaux de deutérium puis d'hélium. Dans cette chaudière de plusieurs dizaines de millions de degrés, 4 hydrogènes forment un hélium à un rythme effréné. Un peu comme dans notre Soleil actuellement. Lorsque la température de l'étoile atteint 200 millions de degrés, les noyaux d'hélium fusionnent 3 à 3 pour former du carbone. Lorsque le cœur de l'étoile atteint le milliard de degrés, les noyaux de carbone fusionnent à leur tour pour donner de l'oxygène, du néon et du magnésium. L'étoile adopte une structure en couches, les éléments les plus lourds sont au centre et les plus légers sont à la périphérie. La température s'élève encore et c'est au tour des noyaux d'oxygène de fusionner pour créer le silicium et les éléments voisins. Puis les noyaux capturent l'hélium et des éléments encore plus lourds que le silicium sont produits. Jusqu'au nickel, radioactif. Il décroît par radioactivité pour donner du fer particulièrement stable. À ce moment, les réactions nucléaires s'arrêtent. Le cœur de l'étoile est devenu si dense qu'il s'effondre sur lui-même. L'étoile devient une supernova. Électrons et protons fusionnent pour former des neutrons. Et en quelques instants, les noyaux de fer capturent les neutrons et produisent des noyaux jusqu'aux frontières de la carte. Par radioactivité, ceux-ci se transforment à leur tour en éléments de numéro atomique toujours plus élevés qui capturent encore des neutrons. Enfin, en expulsant ces couches externes, la supernova disperse dans l'espace tous les noyaux. C'est ainsi que moi qui vous parle, je suis comme vous, composé de poussière de ces géants éphémères. Le noyau au cœur de l'atome dicte l'organisation du nuage d'électrons. Il n'y a pas d'équivalent pour le noyau lui-même. En son sein, les nucléons doivent trouver la meilleure façon de s'arranger. Le noyau n'a pas toujours une forme de boule. Il peut aussi avoir celle d'un ballon de rugby, celle d'une lentille, ou encore celle d'une poire. Il peut même hésiter entre 2 formes. C'est ce que nous autres,
physiciens, appelons la coexistence des formes. Examinons plus attentivement les régions grises où se trouvent les noyaux sphériques. Elles correspondent à des nombres particuliers de protons ou de neutrons. Et la stabilité des atomes correspondant à ces nombres de protons ou de neutrons est suffisamment mystérieuse à nos yeux pour qu'on aime parler de nombres magiques. Les noyaux stables situés à la croisée de ces lignes sont particulièrement liés. Regardons par exemple 4 noyaux doublement magiques. L'oxygène 16, les calciums 40 et 48 et le plomb 208. Ils nous sont bien connus et ils constituent des étalons pour nos modèles nucléaires. Mais il existe d'autres noyaux à la croisée de ces lignes. Nous voulons les étudier, mais ils sont instables. Et en plus, ils sont difficiles à produire en laboratoire. Ce sont les isotopes de nickel et d'étain. Tous ces noyaux instables sont doublement magiques, mais ont-ils vraiment la forme sphérique qu'on leur prédit? Voilà une question qui nous intéresse, nous autres physiciens. Ces nombres magiques reflètent l'organisation en couches des nucléons dans le noyau. La mécanique quantique nous dit que les nucléons se rangent à des énergies bien particulières. On ne peut avoir qu'un seul nucléon dans un même état, symbolisé par chacune de ces cases. Les noyaux sphériques correspondent à un remplissage complet de toutes les cases d'un niveau donné. Et nous cherchons à comprendre comment le remplissage de ces couches peut correspondre aux propriétés des noyaux. Existe-t-il d'autres nombres magiques au-delà du plomb? Rien ne l'interdit et on aimerait les découvrir. La théorie les prévoit autour de 184 pour les neutrons, selon certains modèles, et entre 114 et 126 pour les protons. Les physiciens nucléaires du monde entier en rêvent. Et dans les grands laboratoires, ils se livrent à une compétition internationale pour fabriquer ces perles rares, les noyaux les plus lourds possibles. La carte des noyaux observés est complexe, elle compte plus de 3000 cases. Mais le plus simple de ces noyaux est déjà un univers. C'est le noyau de l'atome d'hydrogène. Il est constitué d'un unique proton qui est lui-même un assemblage de quarks liés par des gluons. Dans un proton, le nombre de quarks et de gluons est variable. Plus les quarks sont proches, moins ils interagissent. A l'inverse, 2 quarks éloignés semblent reliés par une corde fictive. Et c'est comme si on avait attaché à cette corde une masse de 10 tonnes. À tout instant, cette tension peut se matérialiser en 2 nouveaux couples de quarks et d'antiquarks. Sans cesse, des quarks apparaissent dans le nucléon, comme un bouillonnement dans un chaudron dont rien ne sortirait. Lorsqu'une particule rentre en collision avec le noyau, l'énergie transmise à un quark peut créer un nouvel assemblage de quarks et de gluons. Mais on ne peut jamais isoler le quark. Ici, c'est un pion qui a été produit par la collision d'un électron. Pour autant, le nucléon n'est pas brisé. Les physiciens nucléaires cherchent à comprendre comment l'interaction entre les quarks et les gluons structure la carte des noyaux.